Monsieur Roger Kézergue, Monsieur Pierre Bonal, Monsieur Bernard Jean, Monsieur Pierre Combette, Monsieur Michel Fraisse, Monsieur Brahim Abou, Monsieur Frédéric Aragon, Monsieur Michel Aslanian, présent. Madame Eva Beccaria, Madame Annie Bénézé, Madame Amina Benorgois-Jaffiol, Madame Amina Benorgois-Jaffiol, Madame Nicole Bigas, Madame Stéphanie Blampied, Madame Sophie Boniface Pascal, Monsieur Christian Bouillet, Madame Agnès Boyer, Madame Tatiana Capoisi-Boilam, Madame Marlène Castres, Madame Josette Clavry, Madame Magali Couvert, Madame Perla Danan, Monsieur Michael Delafosse, Madame Gabrielle Deloncle, Madame Fanny Dombrecoste, Monsieur Marc Dufour, Monsieur Serge Florence, Madame Christiane Fourteau, Monsieur Jean-Louis Gély, Madame Catherine Labrousse, Monsieur Max Lévita, Monsieur Richard Maillet, Madame Hélène Mandrou, Monsieur Hervé Martin, Monsieur Jacques Martin, Madame Nadia Miraoui, Monsieur Christophe Morales, Monsieur Michel Passé, Monsieur Louis Pouget, Madame Françoise Prunier, Madame Hélène Schwiesgard, Monsieur Philippe Sorel, Madame Régine Souche, Monsieur Robert Subra, Monsieur Cédric Sudres, Sudre, Monsieur Sudre, il va arriver. Excusez-moi pour son nom. Monsieur Philippe Tinès, Monsieur Jacques Touchon, Tine. Madame Claudine Troidec-Robert, Monsieur Frédéric Tsitsonis, Monsieur Patrick Vignal, Monsieur Alain Zilberman, Madame Françoise Berger, Monsieur Christian Valette, Monsieur Adrien Siviode, Madame Michèle Cassard, Monsieur Marc Gervais, Monsieur Jean-Marc Lucère, Monsieur Jean-Pierre Coulet, Monsieur Laurent Jaoul, Madame Jackie Galabreun-Boulbe, Monsieur Yvon Pelé, Monsieur Jean-François Audrin, Madame Isabelle Guiraud, Monsieur Michel Lantéric, Monsieur Michel Landier. Alors, Monsieur Jean-François Audrin est représenté. Monsieur Alain Barando, Monsieur Pierre Dudiezer, Monsieur Noël Ségura, Monsieur Jean-Marie Legouge, je ne sais pas quelqu'un, mais je crois que le quorum est atteint, Monsieur le Président. Bien, merci Monsieur Monnier. Le quorum est atteint. C'est bien, je salue les présents. La représentation, ça marche juridiquement, mais c'est encore mieux quand on est présent, sauf si on a un empêchement. Alors, je vais vous donner tout d'abord communication d'un certain nombre d'informations. Tout d'abord, les deux prochains conseils d'agglomération. Prenez note là sur vos carnets. Le prochain conseil aura lieu le jeudi 25 juillet à 18 h. Ce sera le dernier conseil avant le départ pour les vacances pour certains, ou la période estivale, le repos, le soleil, les cigales, comme vous voulez. Et ensuite, on se retrouve le 24 septembre à 18 h. 25 juillet, 24 septembre. Alors, dans la chemise d'information que vous avez sur table, vous avez plusieurs documents. Tout d'abord, la plaquette concernant l'exposition Signac,
qui se déroule bien sûr au musée Fabre, les couleurs de l'eau, du 13 juillet au 27 octobre 2013. C'est une très belle exposition d'été qui va animer cette année les travées du musée Fabre, la galerie du musée Fabre. Ensuite, nous avons également une très belle exposition qui est celle d'Hubert Duprat, du 31 mai au 29 septembre 2013 au musée Henri Prade sur le site de l'Atara. Ensuite, vous avez le programme de Montpellier Danse pour la période du 22 juin au 6 juillet 2013. Vous avez également la plaquette des concerts dans les communes de l'agglomération, les concerts du Festival de Radio France et de Montpellier Languedoc-Roussillon, avec sur ces concerts gratuits beaucoup d'éléments et de lieux qui sont prisés par le public de l'agglomération de Montpellier. Vous avez également le programme culturel et artistique du musée Fabre pour la période printemps-été 2013. Et enfin, vous trouvez le mensuel Montpellier Agglomération, Montpellier Agglo du 13 juin 2013. Voilà pour les documents d'information et de communication qui vous sont adressés. Alors ensuite, on va passer à l'approbation de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des remarques sur la proposition d'ordre du jour qui concerne 84 affaires? Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Nous passons ensuite à l'affaire numéro 2, c'est l'approbation du procès-verbal du 23 mai 2013. Est-ce que ce procès-verbal amène à quelques demandes d'explication ou d'informations complémentaires? Pas de désaccord, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. On va passer à l'affaire numéro 3, c'est l'application de l'article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales. Je vais demander à Monsieur le Directeur général des services de nous en faire une synthèse avant que nous en prenions acte. Acquisition foncière, on a 687 000 €, dont l'acquisition de parcelles nécessaires à la création d'une réserve foncière dans le secteur Méjanel-Pontrinca, quartier de la gare TGV. En termes d'économie, on a des agréments de candidature. 3 entreprises intègrent les ateliers reliés de Pral-de-Lez et Cap-Gamma. Cela concerne 25 emplois. Sur le plan des marchés et avenants, 1 839 000 €. Pour des marchés d'enlèvement de déchets verts de la zone ouest, pour la réfection du stade de la pelouse du stade de la Mosson Mondial 98, de l'assistance de maîtrise d'ouvrage sur la démarche Citergie, un marché de fourniture et d'entretien d'équipements de sonorisation des piscines, des études de faisabilité en vue de l'aménagement du secteur Canabé à Cournonterral, un marché de réhabilitation de la plateforme de compostage de Gramont, des études géotechniques au stade de la Mosson, de la rédaction et des reportages photographiques sur les supports de promotion économique, de la fourniture d'une pompe à chaleur sur l'aquarium Mare Nostrum, l'élaboration d'un schéma d'accueil des entreprises, le suivi de l'animation de l'opération rénovée pour un habitat durable et solidaire, la fourniture de sacs bretelles en matériaux plastiques biodégradables pour la collecte de biodéchets, des raccordements électriques du parc de Viviers, l'analyse prospective de l'organisation des musées, un marché de fourniture de matériel pédagogique et équipements pour les activités aquatiques et des piscines, un marché d'automatisation de la transaction des médiathèques pour Garcia Lorca et 15 000 € consacrés à l'achat de représentation dans le cadre de la promotion culturelle menée par la communauté de l'agglomération. Monsieur le Président, rapidement synthétiser. Merci, Monsieur Finat, pour ces informations. Et je vous propose, s'il n'y a pas de remarques particulières, de prendre acte de cette synthèse des décisions et prises de mesures rentrées en vigueur depuis le dernier Conseil. On va passer donc aux affaires et aux dossiers de ce Conseil. Juste quelques mots pour resituer les principales affaires que dont nous allons débattre sur ce Conseil. On a bien entendu le résultat administratif, le compte administratif de l'année 2012, qui met en évidence l'importance du développement et de l'investissement de l'agglomération en faveur du territoire. Ensuite, nous aurons également des délibérations qui sont décisives par rapport à l'emploi, par rapport à l'économie, et notamment la cellule opérationnelle que nous mettons en place par rapport aux grands travaux, dédiés à
l'accélération de ce qui est les créations d'emplois sur le territoire, mais également le fait de l'assortir de clauses d'insertion beaucoup plus volontaristes par rapport aux temps qui sont les nôtres actuellement. Ensuite, on a toute une série de rapports annuels liés aux délégations sur les différentes compétences de l'agglomération de Montpellier, l'EPIC 2013 et différents avenants aux rapports intéressant les équipements de l'agglomération de Montpellier. Il y en a un qui est important également, c'est l'avis à donner sur le plan local d'urbanisme de la ville de Montpellier, bien entendu un avis qui est favorable dans la proposition qui vous est faite, et puis également un avis qui va concerner, dans le prolongement du dernier comité de pilotage relatif à la ligne grande vitesse, l'avis à donner sur des éléments tels que les 2 gares qui se projettent sur le tronçon Montpellier-Perpignan, également l'intérêt de la ligne mixte telle que nous souhaitons la voir se développer sur la partie la plus allongée de ce tronçon. Ça nous amènera d'ailleurs, et c'est l'actualité aussi, à faire une rapide évocation de ce qui semble devoir ressortir du rapport Durand, dont je pense qu'il est sorti ou va sortir demain matin, mais j'ai quelques éléments par rapport à ça, qui pourrait effectivement, dans l'avis, qui n'est qu'un avis, donner au terme de ce rapport, qui concerne l'ensemble du territoire national, évoquer l'hypothèse d'un léger décalage sur une période 2020-2030. Bon. Moi, sur ce dossier, j'invite l'ensemble des élus concernés au sein de la région Languedoc-Roussillon, par rapport aux villes qui sont concernées, aux grands territoires qui sont concernés également par cette infrastructure majeure, à faire corps dans ce qui va se situer entre l'avis que va donner la Commission et la décision politique qui sera prise au plan national. Là, on n'est pas sur un problème local, on est sur un problème, je dirais, européen, sur un problème international. Le décalage qui, s'il s'avérait être la décision, reporterait au calende grec la réalisation du tronçon manquant, c'est tout simplement une rupture dans l'axe nord-sud. Celui qui va d'Amsterdam à Madrid et celui qui concerne également l'axe toujours nord-sud, Francfort-Séville. Nous, Montpellier, nous sommes concernés directement par le premier élément du tronçon. C'est le contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier avec la gare Montpellier-Oz, Montpellier Nature Urbaine, qui est projetée, qui a son équilibre et qui est déjà acté. Mais là, ce qui est important, c'est le lien avec le sud. Le sud, c'est Barcelone, c'est les échanges, c'est une complémentarité à l'efficacité de la ligne grande vitesse et de la mixité par rapport à l'équilibre du développement durable qui caractérise cette région, mais également la vocation de la France à s'ouvrir à l'extérieur. Donc, dans ce dossier, nous avons eu l'occasion de commettre très récemment une lettre d'appui à ce qu'a proposé le président du Conseil régional pour bien préciser en amont de la décision politique l'importance que revêt pour le local, pour le régional, pour l'international et pour le national, la réalisation dans les meilleurs délais possibles de ce tronçon. Je sais qu'il y a sur l'ensemble des projets ferroviaires nationaux beaucoup de questionnements. Il y a des questions liées aussi bien sûr au financement de l'ensemble en simultané de tous ces investissements. Il y aura des choix, mais les choix, ils se doivent d'être faits dans un sens qui ne privilégie pas les différents intérêts que je viens d'indiquer. Voilà en tout cas la position de l'agglomération de Montpellier. Il est évident que quand cette agglomération investit 80 millions d'euros et dont la valeur actuelle est de 100 millions sur le contournement ferroviaire sur la gare TGV, il est évident que le tronçon plus au sud se doit d'être allé au bout de la liaison en direction de Barcelone. Barcelone, c'est un bassin économique et social qui représente 7 millions de personnes. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Ça veut dire tout simplement que ce tronçon, il est une régulation et un levier extraordinaire des relations économiques et sociales du niveau européen et du niveau, je dirais même international par rapport aux connexions qu'il y a avec les aéroports et également avec la politique portuaire qui est en liaison étroite avec cette infrastructure. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce volet qui me paraît tout à fait déterminant des transports et des infrastructures sur le territoire. Il y a une deuxième information que je voulais vous indiquer par rapport aux nombreuses études qui, ces temps-ci, mettent en évidence les stéréotypes de sexe qui sont porteurs d'inégalités entre les femmes et les hommes et qui sont intégrés par
les individus dès leur plus jeune âge. C'est-à-dire que cette problématique, ces sujets tabous, ces sujets de stéréotypes pénalisants, il est indispensable de pouvoir les affronter dès le plus jeune âge. Alors je tenais à dire ici à l'ensemble des collègues qui sont concernés par des décisions à prendre en termes de formation, que je tiens à saluer l'initiative du CNFPT de la Languedoc-Roussillon qui, dans son catalogue de formation, propose au personnel de la petite enfance une formation qui vise à lutter contre ces stéréotypes de sexe. Nous, ici, au niveau de l'agglomération de Montpellier, nous avons imbriqué, par rapport à ces questions d'égalité femmes-hommes, toute une série d'actions de fonds. Il y en a 8 qui sont intégrées dans les budgétisations de l'agglomération de Montpellier, qui visent effectivement à être au rendez-vous de l'histoire pour faire évoluer ces situations. Donc je me permets d'insister, parce que dans le cadre de l'action gouvernementale que mène le ministère, notamment de Mme Najat Vallaud-Belkacem, il est évident que ces questions se doivent être portées au plus près de l'anticipation, de l'information et de l'action qui est menée sur le terrain. Donc, j'invite l'ensemble des collègues ici, qui représentent les 31 communes, à répondre favorablement à ces propositions de formation que lance le CNFPT, parce que le dossier de la petite enfance, tout ce qui a trait également, dès le plus jeune âge, à montrer un certain nombre d'informations, d'équilibre par rapport à ça, de projection dans la vie du futur quant à l'égalité femmes-hommes, est important à mettre en action, à commencer par le concert de la formation, et je vous invite donc à passer également à l'action par rapport à ces questions-là. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ces premiers éléments d'information, et je vais appeler sans plus tarder la première affaire, qui est celle concernant les affaires juridiques, le bilan des acquisitions et des cessions pour l'année 2012. J'invite M. Morel à nous développer son dossier, son rapport. Oui, Monsieur le Président, je vais vous présenter le bilan des acquisitions et des cessions pour l'année 2012. Alors, nous intervenons à divers titres de compétences, que ce soit dans l'assainissement, la culture, le transport, l'administration générale, le développement économique, le développement foncier opérationnel, la lutte contre les inondations et enfin au titre de la compétence aménagement avec la CERM et la SAM. Alors, vous avez les détails des mètres carrés, je ne vais pas vous les lister, hein. Simplement, sachez qu'au cours de l'année 2012, nous avons acheté à peu près 1 million de mètres carrés, 995 000, pour un montant total de 23 408 058. Hein, et nous avons vendu 151 626 mètres carrés pour un montant de 17 929 000. Voilà. Donc, l'essentiel des achats porte sur le développement foncier opérationnel qui représente 625 000 mètres carrés. Voilà, Monsieur le Président, l'essentiel. Merci, Monsieur Morel. Ça, c'est un dossier aussi important, un révélateur un peu de l'action de dynamique de l'agglomération de Montpellier, qui passe bien entendu par l'action au quotidien des deux établissements publics que sont la CERM et la SAM, surtout l'aménagement foncier. Et le foncier, c'est tout simplement le point de départ, le socle de ce qui correspond à des politiques publiques d'intérêt général. Sans foncier, ce n'est pas la peine de parler de développement, d'activité, d'infrastructure. L'important, c'est de se doter, dans les meilleures conditions de temps, des anticipations qui permettent de maîtriser les choses, et notamment ensuite l'action sur le court, le moyen et le long terme, bien entendu adossée aux possibilités sur le plan budgétaire. Donc je mets ce rapport au voie, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Juste avant que vous évoquiez l'affaire suivante, parmi les éléments d'actualité aussi, il y avait ce qui concernait le LGV, mais il y a un dossier majeur actuellement qui va être plaidé à l'Assemblée nationale, c'est celui des métropoles. Alors je tenais également à donner une information par rapport à ce dossier qui est majeur, parce que là aussi, le territoire qui est le nôtre de l'agglomération de Montpellier, qui ne serait pas métropole, ça signifierait tout simplement le fait de considérer que pour les décennies à venir, Montpellier rentre dans le rang de ceux qui concernent un deuxième ou un troisième niveau par rapport au lieu, au bassin économique de vie,
d'importance sur le plan de la recherche, des start-up, du développement, de la technologie, de l'économie, le muscle de cette économie, qui fait que si on n'est pas effectivement dans le landerneau de ce qui va compter, dans les mois et dans les futurs, eh Montpellier est condamné à stagner. Ce dossier a fait l'objet du premier texte de l'acte 3 de la décentralisation, qui porte sur les métropoles, le deuxième portant sur les régions, le troisième portant sur l'articulation des compétences à travers cet acte 3. Le Sénat a marqué quelques signes, donnant évolution un peu du texte initial du gouvernement. Le Sénat est déjà revenu d'ailleurs sur ses premières modifications, puisqu'il est revenu sur la question des 400 000 habitants, on y est, et après avoir porté par une forme de provocation la notion d'aire urbaine à 750 000 habitants, il est revenu à 650 000. J'étais hier auditionné avec différents élus de la République, et notamment de ceux qui comptent sur le fait urbain, à savoir Toulouse, à savoir Grenoble, à savoir Rennes, sur la dernière main aux amendements qui seront portés par l'Assemblée nationale. Il y a toute une série d'amendements dans lesquels se regroupent d'ailleurs les principales associations d'élus, que ce soit l'Association des maires des grandes villes de France, dont nous faisons partie, avec la ville et l'agglo, que ce soit l'ADCF, l'Association des communautés de France, dont nous faisons partie en tant qu'agglomération, et l'ACUF, l'Association des communautés urbaines. L'ensemble des associations sont d'accord sur la série d'amendements qui va être proposée et dont un, entre autres, sera porté par l'un des députés du Grand Montpellier. C'est important puisque, au-delà des critères qui ont été retenus dans le cadre du texte initial, notamment les pôles de compétitivité présents sur les territoires concernés, les infrastructures, l'attractivité, la géographie, les potentialités pour l'avenir en termes de recherche, de chercheurs, les conditions croisées sur la culture, sur l'environnement, sur le sport, la donne de déplacement, aéroport, gare TGV, enfin, l'ensemble de ces dispositifs, nous y sommes. Nous avons, nous, en plus, la particularité d'être ce qu'on peut considérer être au rang de capitale régionale. Par rapport à la texture du tissu géographique de cette région Languedoc-Roussillon, Montpellier est la locomotive qui tire et le département de l'Hérault et la région, dans beaucoup de ces aspects, en termes de produits intérieurs bruts, mais également en termes de capacité à fixer sur ce point déterminant et stratégique du territoire les forces de demain. Les forces de demain, elles passent également par cette notion, bien sûr, de capitale régionale ou de chef-lieu de région, au sens plus juridique du terme. C'est un des aspects sur lesquels les amendements seront portés, avec également pour d'autres territoires qui ne sont pas dans la même situation que le nôtre, des éléments liés à la présence d'un CHU, nous en avons ici, donc on n'avait pas insisté là-dessus. Je suis très optimiste par rapport aux amendements qui d'ailleurs pourraient amener le gouvernement, via l'Assemblée nationale, à revenir après une deuxième lecture qui croisera le Sénat et l'Assemblée, peut-être au texte initial, c'est-à-dire les jalons 400 et 500 000 habitants, ou 400 000 et un petit peu plus sur les bassins urbains, sur les bassins économiques et sociaux, mais avec les particularités que j'évoque, qui sont une spécificité de la région ici, qui fait que la capitale compte beaucoup. C'est déterminant pour la suite. Déterminant, et là aussi, il serait intéressant qu'au-delà des positions qu'on peut comprendre aussi de certains responsables de collectivités qui visent à peut-être retarder des échéances ou faire en sorte qu'il y ait les bonnes gouvernances inter-institutions ou inter-collectivités locales, qu'on ne se trompe pas que la mère des batailles, c'est quand même Montpellier. Montpellier, c'est pas faire offense que de dire ça, n'a pas à être situé au même niveau d'importance que ce que le serait et ce que l'est Perpignan. Il y aurait deux communautés d'agglomération ou deux métropoles deuxième niveau, Perpignan et Montpellier. Je pense que Montpellier mérite de tirer, de donner toute sa raison d'être à Perpignan dans le cadre de l'aménagement de territoire où la métropole montpelliéraine fait effectivement le pendant intermédiaire entre Toulouse, Marseille, Lyon et Barcelone. Vous savez, hier on inaugurait, ou hier ou avant-hier, Euromove, qui entre autres est un centre d'accueil et de recherche qui va travailler sur un volet économique qui est majeur ici, qui est celui du mouvement humain par rapport à la santé, par rapport aux technologies qu'on y met derrière. C'est la préfiguration, tout simplement, de la mise en place d'une filière qui, de A à Z, intègre l'ensemble des milieux de la santé. On a un deuxième pôle qui arrive, au-delà de la gérontologie et de tout ce qui a trait autour du vieillissement de la personne, avec l'autonomie, qui lui aussi va nous amener à être, demain, avec la numérisation qu'il y a à mettre autour de tout ça, l'un des pôles français d'excellence.
Mais il est évident que si l'on n'est pas métropole, les 7000 chercheurs qui sont ici, eh ben, ils trouveront place ailleurs, dans des proximités qui ne sont pas très éloignées, qui sont Marseille et Toulouse, hein, il ne faut pas se faire d'illusions. Donc le débat de la métropole, il est essentiel pour l'avenir, et c'est un débat qui porte le Montpellier du XXIe siècle. Donc calmement, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de force également, on a été porter ce dossier hier auprès de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, et je ne doute pas que dans quelques temps, puisque le dossier va être traité par l'Assemblée d'ici les 10 jours qui sont devant nous et sera entériné définitivement à la rentrée de septembre par un vote d'échange entre les deux chambres. Voilà ce que je voulais vous dire comme élément dernier de ces sujets d'actualité qui sont vraiment majeurs. Là, on n'est pas sur le petit grain, on est sur l'essentiel. Voilà. Si on n'est pas retenu, eh bien, ça veut dire tout simplement qu'on replie un peu les drapeaux et qu'on baisse la légitime ambition qu'on a à être au rendez-vous du potentiel qu'on représente de ce territoire, ces 27 000 entreprises, ces chercheurs, son économie, son tourisme, sa jeunesse, le lien qu'on a également avec l'ensemble des acteurs économiques et sociaux. Et Montpellier mérite effectivement de figurer en première division, en top 14 comme vous voulez, et jouer fréquemment la Champions League. D'ailleurs, dernier élément d'information, je tiens à saluer à travers le canoë-kayak, le double titre. C'est symbolique, ça. La même année, le même club est champion de France en féminine et également en masculin. Bravo, c'est un des titres supplémentaires qu'on a cette année. Mais je crois que tout simplement, c'est la traduction d'un travail de fond qui se fait, qui réunit les 31 communes, les budgets qui sont mis à disposition et les encouragements humains et de savoir-faire auxquels nous sommes présents dans le rendez-vous. On passe au compte administratif 2012. Monsieur Bress, rapporteur du budget, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, en 2012, on a tenu nos engagements en maintenant un haut niveau d'investissement. Les dépenses d'équipement consolidé s'élèvent à près de 198 millions d'euros. Cet investissement local, vous savez, est vital pour l'emploi et pour les entreprises. Et il représente près de 112% d'investissement public. En fonction des domaines d'intervention, les dépenses d'équipement se répartissent ainsi. Budget principal, plus de 185 millions, funéraire 0,17 millions d'euros, assainissement 11 millions d'euros, eau potable 1,63 millions d'euros. L'analyse des résultats confirme que les principaux équilibres financiers restent toujours positifs. Pour les recettes de fonctionnement, désormais, depuis la réforme fiscale, la fiscalité perçue se répartit à 40% sur les ménages, soit 119 millions d'euros, et à 60% sur l'entreprise, soit 179 millions d'euros. Le volume des dotations de l'État s'élève à près de 87,6 millions d'euros. Pour la première fois, il y a une baisse par rapport à l'année précédente de 2,6%. Nous sommes, je le rappelle, bénéficiaires du fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales à hauteur de 800 000 euros, l'agglo et les 31 communes. Nos dépenses de fonctionnement, les dépenses du personnel sont maintenues à un niveau se situant en dessous de la moyenne nationale. 15% des dépenses réelles de fonctionnement contre 18% au niveau national. De plus, leur évolution reste limitée, plus 4% au sein de l'agglo, alors qu'elles augmentent de 8,2% au niveau national. Les dépenses d'investissement, je le répète, donc elles s'élèvent, tout budget confondu, à près de 198 millions d'euros. Ces dépenses ont été réalisées à hauteur de 90%, ce qui constitue un excellent taux d'exécution de prévision budgétaire. Les recettes d'investissement, le recours à l'emprunt a été limité à 91,3 millions d'euros en 2012. Les subventions s'élèvent à 54,7 millions d'euros. Notre endettement est maîtrisé. La capacité d'endettement est limitée à 9 ans. Il faut noter que dans ce ratio, on intègre le financement des transports, notamment la construction des lignes de tramway, alors que dans de nombreuses autres intercommunalités, on confie cette compétence transport à un syndicat mixte. Lorsqu'on analyse la dette, c'était donc réalisé par le cabinet des finances actives, elle est saine et sécurisée, avec comme pour principale caractéristique un taux moyen de dette de 2,9%, une structure équilibrée entre taux fixe 56%, taux variable 44%, et un risque global sur dette très faible. Donc je cite le cabinet des finances actives, la dette de Montpellier Agglo est moins risquée que celle du panel des collectivités étudiées. Les ratios financiers, l'épargne brute s'élève à 94,4 millions d'euros. Cela correspond au taux d'épargne à 21% des recettes de fonctionnement, ce qui témoigne de notre capacité à maîtriser notre gestion. On décale de tout financement et ça nous permet d'investir, puisqu'on a
des ambitions d'investissement conséquentes. Nos principales dépenses d'équipement, quelles ont été en 2012 et les grandes réalisations qui ont marqué 2012, si on analyse les dépenses cumulées d'investissement et de fonctionnement, les deux principaux postes sont transport urbain voirie, 161 millions d'euros, culture, sport, solidarité, 112 millions d'euros. Pour les transports en commun et la voirie, le budget est important, près de 162 millions, avec un investissement très élevé, plus de 105,1 millions d'euros. Un chiffre rapide, la fréquentation du réseau donc des transports en commun est de 68,1 millions d'euros de voyageurs en 2012, ce qui est élevé. Les principales dépenses concernent 89,7 millions d'euros pour la ligne 3 et 4 du tramway, afin de l'achever, elle a démarré en avril. La ligne 2, on dépasse régulièrement l'objectif de 40 000 voyageurs jour, 500 000 euros. La ligne 5, on a lancé les études et acquis du foncier pour 4,1 millions d'euros. Pour la voirie d'intérêt communautaire de Geoffrèche, on a investi 2,8 millions d'euros. Et pour le pôle d'échange multimodal Montpellier-Saint-Roch, 600 000 euros sur une participation globale de 6 millions d'euros. Concernant l'aménagement de l'espace et le développement économique, on confirme notre position, Monsieur le Président l'a dit tout à l'heure, de métropole européenne en développant des projets emblématiques et structurants. En particulier dans le territoire d'Éco-Cité, de Montpellier-la-Mer, avec les projets urbains de Ose Montpellier Nature Urbaine ou de la reconquête de la mer avec Ode à la mer Nature Urbaine. Cela, bien sûr, entraîne donc ça soutient l'entreprise et l'emploi. Et on a fait aussi de la solidarité une priorité à travers une politique de l'habitat très volontariste. Je rappelle le lancement du schéma directeur d'aménagement numérique. C'est un nouvel outil qui va permettre de déployer la fibre optique sur 5 ans dans le territoire. On a engagé les études pour 45 000 euros. En matière de planification et d'urbanisme, on se mobilise activement pour accompagner et suivre les projets de grandes infrastructures de transport qui structurent le territoire. Monsieur le Président, on l'a rappelé plusieurs fois, les passements de route à neuf, la construction de la nouvelle gare TGV et la modernisation de la gare Montpellier-Saint-Roch. On a investi pour les études de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan et pour la réalisation du projet du contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier, une dépense de 6 millions d'euros. Je rappelle aussi l'aménagement du PDU qui a été donc accepté en juillet 2013 et on lance le plan climat-énergie territoriale. Pour la politique de l'habitat, on a financé 1535 logements locatifs sociaux avec l'aide à l'épierre compétence de l'État. On a remis donc 3,9 millions d'euros. Et pour sous le fonds propre, on a injecté 1,9 million sur le surcoût foncier. Cela concerne 420 logements sociaux. J'oublie pas le projet de réseau urbaine, 730 000 euros pour les 3 quartiers de la ville de Montpellier, le centre, la Mosson et les Cévennes. En matière de politique foncière d'aménagement opérationnel, on a investi beaucoup en acquisition foncière, 16,8 millions d'euros. Ça concerne près de 60 hectares, aussi bien pour les réserves foncières que pour le développement économique. Le nouveau programme immobilier entreprise, on a soldé le paiement du MIBI, 7,3 millions d'euros, qui a été mis en exploitation en 2011. Voilà pour le MIBI. Ensuite, on a la reconquête urbaine de la route de la mer avec l'Ode à la mer nature urbaine. Les études ont coûté 350 000 euros et on a injecté 5 millions d'euros pour les acquisitions foncières. 6,6 millions d'euros pour l'opération d'aménagement Marianne Port de Méditerranée. Voilà pour la politique foncière d'aménagement opérationnel. Le développement économique, on a mobilisé, en 2012, on a mobilisé toutes nos énergies en faveur du développement économique en menant une politique dynamique d'accompagnement sur mesure. On s'appuie sur une nouvelle stratégie intitulée Montpellier Unlimited. On a mis en place une nouvelle gouvernance politique, économique. On a pour objectif de confirmer notre dimension internationale et d'accompagner les projets innovants. Le BIC en est la preuve, puisqu'aujourd'hui, on en est sur le BIC à 4 400 emplois et un chiffre d'affaires de 607 millions d'euros. Concernant l'assainissement, la lutte contre l'inondation et l'eau potable, un budget de près de 27 millions d'euros. Sur ce budget, près de 15 millions d'euros d'investissement ont été réalisés en 2012 dans le cas de travaux du schéma directeur d'assainissement, 6,2 millions d'euros, qui est en train de s'achever. Il ne reste que la station d'épuration communautaire qui sera l'an prochain. L'assainissement dans les communes, 4,7 millions d'euros. Travaux de lutte contre l'inondation de la vallée du Lez, 1,5 million d'euros. Les ouvrages de distribution d'eau potable, 2,4 millions d'euros. Concernant l'environnement, la gestion des déchets, le montant du budget fonctionnement investissement s'élève à près de 72 millions d'euros, avec eh bien, on consigne notre politique en faveur de la gestion durable des déchets, ménagers assimilés. On agit au niveau de la prévention, de la collecte, du tri, du traitement et de l'élimination des déchets. Quelques opérations,
bacs et conteneurs pré-collecte, 700 000 euros. Travaux sur de propreté, 210 000 euros. Achat de matériel roulant sur la régie de collecte, 0,67 millions d'euros. Et pour le traitement des émissions des déchets, on a injecté 560 000 euros pour les travaux liés à l'exploitation de Casier 1 de Castries et 1,02 million d'euros pour l'usine Améthyste. Dans le domaine culturel, avec près de 72 millions d'euros de budget, eh bien, on confirme une nouvelle fois l'importance que nous accordons à toutes les formes de culture. Les principales dépenses concernent l'Opéra Comédie, 9,7 millions d'euros, on a achevé les travaux en septembre 2012, c'est un total d'opération de 18 millions d'euros. Le musée des Sœurs de France en Algérie, le programme scientifique culturel, ce budget a été modifié, on a consacré 1,2 million d'euros à la poursuite des travaux. Et 800 000 euros pour l'aquarium Mare Nostrum. Je rappelle que nous poursuivons bien sûr une offre culturelle proche des habitants. L'offre, vous la connaissez, l'aglo fait son cinéma, l'aglo en fête, activité pédagogique, conseil éducatif, et la poursuite de la mise en réseau de nos médiathèques. Dans le domaine des sports, le budget s'élève à 40,2 millions d'euros, avec un investissement de 11,3 millions d'euros. Les principales dépenses concernent la construction de la piscine de Latte, 3,5 millions d'euros, l'entretien et la rénovation des réseaux de piscines, 1,3 million d'euros, le stade de la Mosson, on a mobilisé 3,6 millions d'euros. Le stade du Manoir, 1,2 million d'euros. Le palais des sports du Moniol, 900 000 euros. Un chiffre qui vous parlera, je crois, les dépenses qu'on a faites pour l'association sportive et les grandes manifestations nationales et internationales s'élèvent à 12 millions d'euros. On finit par les services funéraires. Eh bien, on continue à maintenir une qualité de service d'accueil, et la sécurité des familles. Pour les pics, les maires on a eu la teneur lors de la dernière conférence des maires. On a proposé un budget de 2,8 millions d'euros. Voilà. J'en ai terminé. Je voudrais remercier bien sûr la Commission des Finances pour le travail qu'elle a effectué, le service des Finances, Christelle Sellier. Je crois que cette équipe donne le meilleur de soi-même et on a de bons résultats. Merci, monsieur le rapporteur, pour cette présentation synthétique du compte administratif 2012. Est-ce qu'il y a des remarques? Monsieur Lévitat. Monsieur le Président, mes chers collègues, j'aimerais ajouter quelques précisions, en particulier dans le domaine des finances, à ce que vient de faire notre collègue Thierry Bresse. En particulier en faisant des comparaisons 2011-2012. Que le compte administratif, c'est l'occasion de faire le point sur l'année écoulée, ce qu'a très bien fait mon collègue, 2012 en l'occurrence, mais aussi de faire des prévisions sur le futur immédiat. Alors, première remarque, nos dépenses réelles de fonctionnement, elles augmentent de 16%, 16,6%, 358 millions contre 307 millions. Les recettes réelles de fonctionnement, elles augmentent de 10%, 452 millions contre 411. Donc 16 d'un côté, 10 de l'autre. Il n'est pas nécessaire d'être un expert en économie ou en finance pour voir qu'il y a problème pour l'avenir. À noter que les charges financières augmentent de 17%, 27 millions contre 23 millions. Donc les dépenses d'équipement, elles chutent de 32%. On ne fait pas une ligne de tramway tous les ans, je vous l'accorde. 185 millions contre 272 millions. Le remboursement d'emprunt, par contre, augmente de 58%, 46 millions contre 29 millions. Les dépenses d'équipement baissant, les emprunts diminuent de 36%. Si on reconstitue la chaîne de l'épargne, sur laquelle on est en général attentif pour préparer l'avenir, les résultats sont assez angoissants. Parce que l'épargne de gestion, c'est-à-dire les recettes de fonctionnement moins les dépenses hors intérêt, cette épargne de gestion, elle baisse de 5%, 120 millions contre 126. Si à cette épargne de gestion, on enlève les intérêts, là, la chute, on obtient l'épargne brute, la chute, elle est de 9%. 94 millions contre 104. Si à cette épargne brute, on enlève le remboursement de capital de la dette, on obtient l'épargne nette, et là, la chute, elle est de 20%.
On est à 60 millions contre 74. Enfin, l'encours de dette a augmenté de 7%. Chiffre le plus inquiétant, c'est l'évolution de la capacité de désendettement. Elle était de 7,7 en 2011, elle passe à 9,1 en 2012, et lorsque nous avons voté le budget primitif, vous nous avez indiqué que cette capacité de désendettement, c'est-à-dire le nombre d'années nécessaires pour rembourser nos emprunts, elle passait à plus de 11 ans. Nous savons tous que la limite pour les banques prêteuses est de 8 ans. Donc là, comme on dépasse 8 ans, on doit s'inquiéter. Vous avez fait allusion à un rapport que vous avez commis, que vous a fait Finance Active. Je présume qu'il y a des côtés favorables et qu'il y a des côtés défavorables. Serait-il possible d'avoir communication de ce rapport ? Mon appréciation personnelle, qui n'engage que moi, est que la situation financière de l'agglomération est préoccupante. Et je n'ai pas le sentiment que le danger dans lequel nous nous trouvons soit correctement perçu. Quel danger ? Celui de ne pouvoir faire face à tous nos engagements, sauf à augmenter les impôts. Et je le dis et avec solennité et avec distance, parce que je m'épuise un peu à jouer le rôle de Cassandre. J'estime qu'on ne peut plus augmenter les impôts de nos concitoyens. Je ne dis pas que nous gaspillons l'argent des contribuables. L'argent qui est mis à notre disposition est utilisé avec intelligence et efficacité à la satisfaction des besoins et des attentes de nos mandats. Mais aujourd'hui, la limite est atteinte et nous devons éviter les révoltes fiscales qui, dans notre pays, sont toujours dangereuses. Et nous cantonner la mort dans l'âme à faire dans la limite de nos moyens. Je voudrais vous indiquer ce que vous savez parfaitement, mais j'aimerais bien qu'on en tienne compte. À partir de 2014, les ressources des collectivités locales vont diminuer. C'est une première depuis 1945. C'est une première dont il va bien falloir tirer les conséquences. Ces remarques étant faites, et vous avez eu la courtoisie, mes chers collègues, de m'écouter, ce dont je vous remercie, j'ai voté le budget primitif 2012. Par cohérence, je voterai le compte administratif 2012. Je dois aussi dire par solidarité. Solidarité avec l'action courageuse du président de la République et de son gouvernement, quelles que soient les décisions qu'il soit amené à prendre, en particulier pour la ligne de grande vitesse. Si la finance passe et qu'ils ne pourront pas la financer, et la décision de nos collègues de l'Aude est parfaitement ridicule. Solidarité avec tous les acteurs locaux, que ce soit la région, le département, la ville de Montpellier et autres. Ce n'est que par la solidarité et la coopération que nous sortirons de la situation difficile dans laquelle nous sommes. Permettez-moi de vous renvoyer à un article très court et pourtant extrêmement intelligent de M. Dreyfus, Bernard, qui est professeur titulaire de la chaire collectivité locale au Conservatoire national des arts et métiers, dans la Gazette des communes. Le titre de l'article, c'est « Réforme territoriale ». Et si on s'en tenait là, et il fait observer que le plus simple aujourd'hui, ce serait de faire simple, que ceux qui veulent travailler ensemble, écrit-il, le fassent à leur convenance, et tant pis pour les autres. Permettez-moi pour conclure juste une phrase, c'est une citation, c'est mon péché mignon, une citation de Hegel qui, me semble-t-il, éclaire singulièrement notre situation. La liberté, c'est l'intelligence de la nécessité. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lévita, pour cette contribution au débat financier qui se termine par des citations qui se terminent en T. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, allez-y. Je répondrai bien entendu après.
Et ensuite, on procédera au vote. Et avant le vote, on désignera, à main levée, un président de séance, puisque le président sortira, comme le veut, bien sûr, la réglementation au moment du vote du compte administratif. Mais je donnerai quelques informations. Allez-y. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, une remarque à propos justement de la dette. Donc j'ai remarqué que le taux moyen de la dette pour le compte administratif 2012 est de 2,9, donc qui est un taux assez acceptable. Cependant, j'ai remarqué qu'il y avait quand même une part de taux variable dans cette dette assez importante, de 44%. Et je trouve que cette part de taux variable dans l'ensemble de la dette peut rendre la dette peu stable, surtout que l'évolution de ces taux est incertaine au vu des turbulences actuelles des marchés financiers. Donc, je voulais juste remarquer ce point. Et d'autre part, nous allons nous abstenir sur ce vote du compte administratif 2012 pour deux raisons principales. Au vu des dépenses de communication disproportionnées et en cohérence avec le vote du budget. Voilà, Monsieur le Président. Et le vote viendra après. Juste un élément de... Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Par rapport à votre remarque sur le prorata ou la répartition entre les taux fixes et les taux variables, 56-44%, sans vouloir jouer aux régulateurs et aux donneurs de points, c'est un rapport tout à fait correct, très correct. D'autant que la moyenne étant à 2,9. Sur le plan des remarques de M. Vita, je ne vais pas reprendre point par point, mais petite erreur, ce n'est pas 8 ans, c'est 13 ans, le seuil de référence. On est à 9 ans. C'est 13 ans. C'est 13 ans. C'est 13 ans. Écoutez. 12 ans et 15 ans. C'est 13 ans. Ensuite, 12 ans et 15 ans. Ensuite, M. Levita, vous avez fait... S'il vous plaît... J'ai donné une information. Monsieur Martin, s'il vous plaît. La référence de comparaison de vigilance, c'est 13 ans. Nous sommes à 9 ans. Et nous sommes une intercommunalité qui n'est pas dans le même type de gestion qu'une commune seule, en quelque sorte, ou isolée. Vous avez évoqué un certain nombre de points aussi, en revenant indirectement au dossier de l'LGV par rapport au courage dont aura à faire preuve le gouvernement dans les choix qui sont les siens. Mais le courage, c'est le choix de l'ensemble des collectivités. La vie est un choix, de façon générale. Et quand on est responsable d'une collectivité, l'appréciation des situations et le contexte est également une analyse qui est suivie d'un choix. Vous omettez de préciser que par rapport aux situations qui concernent plus que l'agglomération de Montpellier, c'est une dynamique d'ensemble. On est dans des temps, mais vous les connaissez ces temps, des temps qui sont tout à fait nouveaux, à savoir qu'on n'est plus, en termes de recettes, sur ce qu'on a appelé dans le temps la taxe professionnelle, et que par rapport au saupoudrage qu'a généré l'ancienne majorité gouvernementale, notre territoire perd l'équivalent de 3 à 4 points de produits par an. Donc il est évident que par rapport à ça, on doit effectivement tenir compte. Et les éléments sur lesquels vous fondez sont des éléments qui se doivent également d'aborder ces questions-là. Donc nous les abordons. Le deuxième élément également, ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport à l'avenir, l'investissement est important. Quand une agglomération comme Montpellier investit 198 millions d'euros sur l'investissement, que ça représente par tête de pipe, par habitant, l'équivalent de 471 euros par habitant, c'est-à-dire 2 fois plus que la moyenne, ça veut dire tout simplement que l'agglomération de Montpellier, elle l'anticipe sur l'avenir et elle crée en cela les richesses et les retours de recettes, y compris de fonctionnement, qui dans l'avenir vont améliorer la situation. Ça veut dire que si on n'avait pas cette politique volontariste, eh bien tout simplement, on accepterait non pas d'enfoncer des portes ouvertes, comme vous le faites, mais de fermer les portes définitives sur ce que représente le potentiel de l'agglomération de Montpellier. Et on n'est pas également ici dans une situation où on a comparé commune par commune, mais vous savez, il y a très certainement dans l'avenir une grande réforme à faire. C'est celle des bases sur lesquelles s'appuient les ressources et l'équité entre collectivités locales. Elle sera difficile à faire parce qu'on a, gouvernement confondu, quelles que soient leurs nuances, différé le temps.
elle date de 71 ou 72, nous sommes en 2013, c'est-à-dire quasiment 40 ans. Ça veut dire que les réformes d'avenir normales, équitables, objectives, il faudra les faire. Et probablement que ce gouvernement sera dans la nécessité, dans l'obligation d'anticiper, d'accélérer le train. Mais ça veut dire aussi qu'actuellement, il y a des inégalités, parce que quand on compare entre communes, bon, une ville, par exemple, comme la ville de Montpellier, et c'est très bien pour elle, reçoit de l'État 2 millions supplémentaires de dotations, alors que les autres collectivités, les dotations baissent. Donc il y a un effet régulateur que joue, effectivement, l'intercommunalité par rapport aux investissements qu'elles font. Si on se place sur le plan des différents impôts, taxes d'habitation, taxes foncier bâti, depuis 2008, Montpellier a davantage monté, la ville, ses impôts, que l'agglomération de Montpellier. Et je n'en fais pas grief, parce que je considère que c'est normal. Vous êtes sur une moyenne de 5,4% et de 5,4% également sur le foncier bâti. L'endettement de la ville de Montpellier, je pourrais également me livrer à ce discours catastrophique, mais je constate qu'il a été multiplié par 400 depuis un certain nombre d'années, entre 2005 et 2012. À l'infini, oui, mais il est passé de 558 kg en 2005 à 228 988 en 2012. C'est certainement avec raison, avec des éléments qui caractérisent, mais attention à ces chiffres qu'on utilise n'importe comment. Je pense qu'ici, nous sommes dans une solidarité de territoire dans lequel la ville-centre a un rôle clé à jouer. Il lui appartient de jouer ce rôle de locomotive. Et vous verrez dans la répartition d'un certain nombre d'investissements directs ou indirects que ce qui est fait pour le compte de la ville-centre au titre de l'agglomération, en plus des compétences qui ont été transférées, ne va pas du tout à l'encontre de la ville-centre. Et on pourrait, si on utilisait uniquement des arguments de type « il a mieux que moi », on pourrait ici entendre les 30 villes de l'agglomération qui disent « mais attention, pourquoi Montpellier davantage ?» Je pense qu'ils ne le disent pas. Donc c'est intéressant d'avoir un débat d'ensemble. Allez-y, Madame le maire. Oui, non, je voudrais juste préciser, moi je ne vais pas faire une bataille de chiffres, je voudrais juste vous préciser. Ah mais les chiffres, c'est important. Hein. Oui, mais je vais vous préciser, on va pas faire... Je vais vous préciser quand même que si la ville a une dotation supplémentaire, c'est parce que la ville a 22% de logements sociaux. Voilà pourquoi on a effectivement une DSU. Et je pense que c'est vrai, la ville de Montpellier, 22% de logements sociaux. Effectivement, quand on regarde la richesse par rapport aux habitants, Montpellier, effectivement, est une des villes qui est un peu plus pauvre que d'autres. Je voudrais aussi vous faire remarquer que la ville de Montpellier, si on regarde sa dotation de fonctionnement, par rapport aux villes de la même strate, Montpellier a une dotation par habitant qui est inférieure à la moyenne des villes de la même strate. Je vous ferai remarquer aussi que la ville, quand on regarde ses dépenses de fonctionnement par rapport toujours à la moyenne des villes de la même strate, elle a des dépenses de fonctionnement inférieures à la moyenne des villes de la même strate. Je voudrais aussi vous faire remarquer que quand on regarde les dépenses d'investissement, toujours pareil, par rapport à la moyenne des villes de la même strate, les dépenses d'investissement par habitant sont supérieures effectivement à la moyenne des villes de la même strate. Donc je crois qu'il faut comparer ce qui est comparable. Donc, et d'autre part, par rapport à 2004, je voulais vous dire qu'effectivement, on pouvait dire que la dette était à zéro, sauf qu'il y avait un bâtiment à construire de 130 millions et je n'avais pas un seul premier euro de le construire. En fait, j'avais une dette, si vous voulez par là, indirectement de 130 millions. Je ferme la parenthèse. Ah, mais c'est des parenthèses qui sont intéressantes à évoquer. Parce que si on veut rentrer dans les chiffres, on peut rentrer dans les chiffres. Je pense qu'il est important de mettre en évidence, tout simplement, l'effet positif de 31 communes qui, dans le territoire départemental, sont celles qui, de par l'investissement cumulé qui est fait, sont celles qui apportent effectivement le devenir pour demain en termes de richesse à venir. Et quand on investit pour l'économie, quand on investit pour la culture, quand on investit pour les transports, quand on investit pour l'assainissement, quand on investit pour l'environnement, ben tout simplement on prépare les conditions d'un meilleur cadre de vie et de meilleur niveau global au niveau des revenus du pouvoir d'achat des citoyens. Que seraient les 31 communes sans l'intérêt général adossé, croisé, d'une politique de l'agglo qui réalise un tramway supplémentaire en matière d'assainissement, c'est-à-dire 400 millions d'investissements qui sont la condition sine qua non pour que nous réalisions de l'habitat, de l'économie et de l'aménagement du territoire. C'est la contribution au niveau de l'année 2012 qu'apporte le compte administratif que vient de vous présenter Thierry Bresse. Voilà, si vous en êtes d'accord, je vous propose à main levée de voter le fait que
Monsieur Thierry Bress va présider le vote relatif à ce compte administratif. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette proposition? Pas d'opposition, pas d'abstention. Donc, Thierry, tu as la présidence de l'Assemblée. Pendant ce temps, je quitte ces lieux et je le retrouve dans un instant. Voilà, je propose, si vous voulez bien, de donc passer au vote du compte administratif. Pour le budget principal, en dépenses d'investissement, je propose de faire le total des chapitres, de ne pas faire chapitre par chapitre, si vous voulez bien. Ce qui a été réalisé en 2012 en dépenses d'investissement s'élève à 451 252 224 euros et 18 centimes. Les restes à réaliser s'élèvent à 30 588 385 euros 50 centimes. Donc, total des dépenses réalisées et restes à réaliser s'élève donc à 480 840 609 euros et 68 centimes. Pour les recettes d'investissement qui ont été réalisées, donc les chapitres en même temps, on arrive à une recette donc d'investissement de 386 308 507 euros et 70 centimes. Pour les restes à réaliser à 30 662 213 euros 80 centimes. Total des recettes d'investissement réalisées et restes à réaliser s'élève donc à 416 970 791 euros et 58 centimes. Les dépenses de fonctionnement qui ont été réalisées, total des dépenses s'élève à 388 619 555 euros et 06 centimes. Les restes à réaliser s'élèvent à 1 055 082 euros et 65 centimes. Total des dépenses réalisées et restes à réaliser s'élève donc à 389 674 637 euros et 71 centimes. Voilà pour les dépenses et recettes de fonctionnement, section de fonctionnement, recettes, pardon. Les recettes s'élèvent en réalisé à 467 224 186 euros et 59 centimes. Il n'y a pas de reste à réaliser. Total, même chiffre. Propose de passer aux voix pour ce budget principal. Le résultat brut global 2012 budget principal est de plus 23 660 985 euros et 05 centimes. Le résultat net global exercice qui prend en compte les restes réalisés est de plus 22 619 730 euros et 70 centimes. Je propose de passer aux voix. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté, sauf des abstentions. Adopté à la majorité. Budget annexe service funéraire, dépenses d'exploitation. Total des dépenses réalisées s'élève à 3 991 087 euros et 35 centimes. Les recettes d'exploitation réalisées s'élèvent à 7 484 506 euros et 93 centimes. Section d'investissement, les dépenses réalisées s'élèvent à 1 205 193 euros et 62 centimes. Les restes réalisés à 23 726 euros et 03 centimes. Total des dépenses réalisées et restes à réaliser s'élève donc à 1 228 919 euros et 65 centimes. Section d'investissement, recettes qui ont été réalisées s'élèvent à 1 255 513 euros et 57 centimes. Pardon. Il n'y a pas de reste à réaliser. Total des recettes, même chiffre. Je propose de passer. Donc le résultat but global de 2012 du budget annexe funéraire est de plus 3 543 729 euros et 53 centimes. Le résultat net global exercice qui prend en compte les restes à réaliser s'élève à plus 3 520 3 euros et 50 centimes. Je propose de passer aux voix. Qui s'abstient, donc 2 abstentions. Qui vote contre, adopté. Non, pardon. Refus de... Non, oui, vote pour. Vote pour, d'accord. Donc adopté à l'unanimité. On passe au budget annexe d'assainissement. Les dépenses, section d'exploitation, dépenses s'élèvent réalisées à 16 567 768 euros et 18 centimes. Les recettes d'exploitation s'élèvent à 28 219 719 euros et 76 centimes. Voilà pour la section d'exploitation. La section d'investissement, les dépenses réalisées s'élèvent à 39 927 035 euros et 20 centimes. Les restes à réaliser s'élèvent à 1 700 010 euros et 81 centimes. Total des dépenses réalisées et restes à réaliser s'élève donc à 41 627 046 euros et 01 centimes.
Les recettes d'investissement réalisées s'élèvent à 35 873 809 euros et 98 centimes. Reste à réaliser 1 744 666 euros. Total des recettes réalisées et reste à réaliser s'élève donc à 37 418 475 euros et 98 centimes. Donc le résultat brut global 2012 du budget annexe assainissement est de plus 7 588 726 euros et 36 centimes. Le résultat net global est de plus 7 433 380 euros et 55 centimes. Je propose de passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Budget annexe du service public d'assainissement non collectif, section d'exploitation dépenses, petit budget, 48 093 euros et 61 centimes. Recettes, section d'exploitation et recettes, 75 905 euros et 83 centimes. Les dépenses d'exploitation en investissement, il n'y en a pas. Total dépenses, 0. Recettes d'investissement réalisées, 4 700 euros, 102 centimes. Reste à réaliser, 0. Total des recettes, même chiffre. Le résultat brut global 2012 du budget annexe public assainissement non collectif est donc de plus 31 812 euros et 94 centimes. Il n'y a pas de report, donc pas de résultat net. Je propose de passer aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté d'unanimité. Budget annexe de l'eau brute. Section d'exploitation dépenses réalisées s'élève à 85 748 euros et 87 centimes. Recettes d'exploitation. Oui, recettes d'exploitation réalisées 140 272 euros et 13 centimes. Pour la section d'investissement, les dépenses, il n'y en a pas. Reste à réaliser 7 000 euros. Total des dépenses, même chiffre. Recettes d'investissement réalisées et reste à réaliser 0. Total des recettes, même chiffre. Le résultat brut global 2012 du budget annexe de l'eau brute est de plus 54 523 euros et 26 centimes. Le résultat net est de plus 47 523 euros et 26 centimes. Propose de passer aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à unanimité. Budget annexe de l'eau potable. Section d'exploitation dépenses réalisées s'élève à 3 45 824 euros et 47 centimes. Les recettes d'exploitation réalisées s'élèvent à 6 114 149 euros et 91 centimes. Voilà pour la section d'exploitation. Section d'investissement dépenses réalisées s'élève à 5 180 137 euros et 54 centimes. Reste à réaliser 1 178 954 euros et 68 centimes. Total des dépenses réalisées et reste à réaliser s'élève donc à 6 960 792 euros et 22 centimes. Les recettes d'investissement, section d'investissement qui ont été réalisées, les recettes s'élèvent à 4 622 985 euros et 50 centimes. Les restes à réaliser à 840 000 euros. Total des recettes réalisées et restes à réaliser s'élève donc à 5 462 285 euros et 56 centimes. Donc le résultat brut global 2012 du budget annexe de potable est de plus 2 8 973 euros et 46 centimes. Le résultat net est de plus 1 570 018 euros et 68 centimes. Je propose de passer aux voix pour ce budget, donc ce budget de l'eau potable. Qui s'abstient, qui vote contre? Adopté à unanimité. Je vous remercie de la confiance que vous avez faite au président donc, de l'agglomération de Montpellier, qu'on peut rappeler maintenant. Comment? Monsieur le Président, pour être serein, donc le vote est adopté à une majorité pour le budget principal et à l'unanimité pour les autres budgets. Merci pour cette confiance. Alors, on va passer au dossier suivant, dossier numéro 6. C'est un dossier qui concerne l'insertion par l'économique, la stratégie d'emploi local et notamment les grands travaux et l'insertion de la communauté d'agglomération de Montpellier. Madame Capozzi-Bolam. Oui, merci Monsieur le Président. Vous l'avez longuement évoqué lors de la présentation du compte administratif en indiquant que la volonté politique de l'agglomération de Montpellier était de soutenir l'économie locale et donc de faire en sorte de maintenir et de développer l'emploi. Nous avons donc une région qui, malgré sa dynamique, est toujours première sur le palmarès des régions avec un taux de chômage de 13,9%, alors qu'en France métropolitaine, c'est 10,2%.
22%. Donc toujours sur le palmarès des régions en matière de taux de chômage. Cette agglomération donc veut soutenir et renforcer et développer l'emploi avec l'application des clauses sociales. Nous avons donc déjà une expérience qui a été menée sur la 3e et 4e ligne de tramway qui a permis de dégager des emplois et des sorties positives pour les publics en insertion. 3e et 4e ligne de tramway qui ont permis la création de 3000 emplois et donc 300 emplois en insertion, dont 200 jeunes. Donc vraiment une expérience de qualité et je tenais vraiment à remercier tous les services qui ont œuvré pour soutenir les personnes en difficulté d'emploi et leur permettre de mettre le pied à l'étrier. Nous avons donc une volonté de mettre avec le partenariat qui sont nos organismes satellites. Je rappelle la TAM, la CERM, la SAM, la CM, Enjoy, Somimom, Mercadis, développer la clause sociale sur les marchés publics, puisque c'est la commande publique aujourd'hui qui permet de maintenir en partie l'activité. Donc ces acteurs nous ont permis donc de développer l'emploi sur notre territoire. La commande publique va s'avérer être un puissant levier pour la mise en œuvre concrète d'un objectif de progrès social. Et nous avons donc dans cette affaire aussi la création d'une cellule emploi d'assistance à maîtrise d'ouvrage grands travaux que nous allons donc mettre en place pour soutenir les grands travaux qui sont programmés d'ici 2017 et qui représente une somme de plus de 5 milliards d'euros avec le contournement Nîmes-Montpellier de la ligne à grande vitesse qui représente 1,75 milliard d'euros, la nouvelle gare à Odysseum, LGV à Odysseum, 135 millions d'euros, le déplacement de l'autoroute A9, 780 millions d'euros, la 5e ligne de tramway, 350 millions d'euros et le prolongement de la première, 40 millions d'euros. Le programme local de l'habitat aussi avec 2 milliards d'euros. Donc des grands travaux qui vont nous permettre de développer l'emploi. Notre communauté d'agglomération, donc avec cette cellule multipartenariale, assistance à maîtrise d'ouvrage, va viser à fédérer et en même lieu l'ensemble des acteurs de l'emploi, faire en sorte de rapprocher l'offre et la demande de l'emploi, de rapprocher les entreprises locales qui sont en recherche d'emploi et rapprocher les personnes qui sont en recherche d'activité. Donc faire en sorte que chacun trouve son activité. Une cellule qui sera opérationnelle tous les jours ouvrables, adaptée aux horaires d'ouverture des travails des équipes de chantier. Elle va être chargée donc de mettre en œuvre tous les moyens humains qui sont nécessaires pour ces personnes et pour les entreprises locales. Et en même temps, faire en sorte que y ait cette possibilité de dégager des résultats positifs et faire en sorte aussi que toutes les entreprises jouent le jeu. Nous avons déjà organisé une réunion le 27 mars 2013 dans nos locaux pour mobiliser les acteurs économiques, les chambres consulaires, la CCI, chambre de métier et tous les partenaires, de façon à ce que chacun se mette à l'ouvrage et permettent d'aboutir sur les objectifs que nous nous sommes fixés. Merci, Madame Tatiana Kaposi-Balan. Alors, Monsieur Tidjonis, pardon. Ensuite, Monsieur Martin. Vous avez la parole. Président, mes chers collègues, bien sûr, on ne peut que se féliciter de cette délibération. Effectivement, les clauses sociales sont un vrai champ d'investigation dans le cadre des marchés pour essayer d'insérer le maximum de gens qui sont le plus éloignés de l'emploi et qui ont le plus de difficultés. Donc bien évidemment, ça va dans le bon sens fortement. La cellule emploi d'assistance à maîtrise d'ouvrage aussi, parce qu'effectivement les grands chantiers qui préfigurent le développement du territoire vont faire qu'on aura besoin de main-d'œuvre. Mais je voulais donner un peu plus de corps au corps à la délibération. Et vous savez que d'ici la fin de l'année, la Cité des métiers va voir le jour au cœur du territoire, dans l'ancienne mairie de Montpellier, avec la Cité des métiers. C'est un partenariat ville, Agglo, Pôle emploi, CCI, etc. Et donc, si j'ai bien compris l'intérêt de tout ça, il y aura une complémentarité forte avec d'un côté une cité des métiers qui regroupera aussi dans les locaux la MLI, la cyberbase, et qui aura
donc une logique généraliste d'information, de culture des métiers, etc. Et une complémentarité donc opérationnelle avec cette cellule emploi qui sera beaucoup plus tournée vers des métiers spécifiques. Et donc l'idée c'est de savoir voilà, comment tout ça, pour un souci évidemment d'optimisation et de partage d'intérêts croissants par rapport à ces questions-là, comment on pourra justement mixer tout ça et faire une résonance encore plus forte avec ces outils-là qui iront dans le sens de permettre au plus de monde du territoire, plus de jeunes, plus de personnes en situation d'échec par rapport à ça, évidemment de trouver des solutions d'emploi. Je vais vous répondre. Jacques Martin. Chers collègues, je crois que cette délibération et celles qui vont suivre sont fondamentales. J'entendais tout à l'heure un discours pessimiste d'un conseiller à propos du compte administratif. Je trouve que c'est véritablement le discours qu'il ne faut pas tenir. Nous sommes, nous, porteurs d'espérance. Et nos concitoyens attendent de nous non pas des discours pessimistes, mais une volonté politique forte de leur rendre cette espérance à laquelle ils aspirent. Or, la décision, cette délibération portée par notre amie Tatiana Kapoisi-Boilem et l'observation de Tsitonis est remarquable. Elle va dans le sens de ce que nous souhaitons, bien entendu. Il faudra mutualiser tous nos moyens, et celui de la Cité des métiers également. Mais en attendant que la Cité des métiers voie le jour, le plus vite possible, je l'espère, je suis de ceux qui l'encouragent, même si on ne sait pas quand cela arrivera. En attendant, vous avez insisté, Monsieur le Président, et vous insistez régulièrement, et vous avez raison, sur l'investissement réalisé par notre collectivité. Cet investissement, il doit être porteur d'espoir. Et il sera porteur d'espoir parce que, justement, nous mettons en place, vous mettez en place, des cellules qui vont permettre de lutter efficacement contre le chômage. Et ainsi, rendre la dignité à multiples de nos concitoyens, les jeunes en particulier. Donc, bien évidemment, cette délibération est essentielle, comme celles qui vont suivre, et qui sont de nature, je le crois, à lutter efficacement contre la désespérance de nos concitoyens. Bien, avant qu'on procède au vote sur ce dossier, moi, juste deux remarques. Concernant la Cité des métiers, il n'y a rien qui a changé. Hein. Je veux dire, depuis que nous avons donné notre accord de participation, la Cité des métiers, l'agglomération y est. On a même décidé de transférer la cyberbase. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a largement complémentarité, symbiose par rapport à ça. Par contre, les chômeurs, ils n'attendent pas, là. C'est-à-dire que c'est pas la Cité des métiers, dans le temps où la situation se pose, où on a 4 points de plus de chômage que la moyenne, et 40 à 45%, et voire parfois plus dans les quartiers populaires, il faut avancer rapidement. C'est le sens du fort volontarisme qu'on met dans la cellule opérationnelle. Je le dis, je le répète quand même, hein. Dans le temps concerné, un temps très très court, c'est-à-dire demain, 2017 c'est demain, le temps qu'on se retourne, on arrive à demain. Bon. On dépasse avec les 5 grands dossiers qu'on vient d'évoquer, qui ne sont pas tous d'ailleurs de la responsabilité de l'agglomération au point de vue investissement, l'engagement public le plus fort du temps de l'histoire de cette région. On dépasse largement la mission Racine et Philippe Lamour par rapport à un engagement qui, dans un temps aussi comprimé, engage autant de crédits publics. C'est plus de 5 milliards, et à ça on pourrait ajouter les crédits d'investissement ou les opérations d'investissement et projets de la région, du département, de l'agglo, de la ville et des villes de l'agglo. Et on peut arriver ici assez facilement à l'équivalent de 8 milliards. Ça veut dire tout simplement que si on n'est pas capable, nous actuellement, d'enfourcher comme on se doit les vraies responsabilités, d'aller au-devant de ceux qui aient une contrainte administrative, hein, un temps qui n'est pas partagé par les mêmes opérateurs ou autres, on ferait carence par rapport à notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est d'aller effectivement à travers cette cellule opérationnelle, être à la hauteur de ce qu'on a fait pour la ligne 3 et la ligne 4. C'est 10 fois plus. 540 millions pour la ligne 3 et la ligne 4, 300 emplois à la sortie. Là, on est sur 5 milliards. Grosso modo, 10 fois plus. Ça fait 8 000 emplois mobilisables. Et sur ces 8 000 emplois mobilisables, ça représente un potentiel de 2 à 3 000 emplois. Moi, cet après-midi, j'étais avec des jeunes, avec des représentants à qui j'ai expliqué le dispositif. Et je tiens à saluer l'ensemble des parties prenantes, à commencer par Pôle emploi. Il ne s'agit pas de dire on considère qu'on prend la main sur Pôle emploi, c'est sa responsabilité. Par contre, on va accompagner Pôle emploi et on va donner le côté concret de la recherche, le sucre à mettre entre une offre possible et une demande exigeante. Parce que les gens, ils sont dans la galère. Quand vous avez 45%
de jeunes qui, dans les quartiers populaires, n'ont pas d'emploi, le devoir de la responsabilité sur une situation telle que je suis en train, et que nous sommes en train de la vivre et de l'accompagner, et de s'investir pour qu'effectivement on dépasse les sentiers battus. Et l'emploi, il faut aller le chercher avec les dents, parce qu'il ne viendra jamais seul. Si on n'intervient pas à l'agglomération dans ce contexte, ça veut dire que les camions seront déplacés sur l'autoroute nouvelle, que les trains arriveront en gare, et qu'un jour on aura également la ligne LGV, mais l'emploi ne se positionnera pas sur Montpellier. Il faut croiser Pôle emploi, la mission locale des jeunes, dont je salue l'action de ceux qui en ont la responsabilité, mais également l'école de la deuxième chance, mais également les opérateurs qui sont Vinci Autoroute, qui sont Bouygues, également RFF, l'ensemble de ceux qui vont participer à ce tour de table qui n'est pas un tour de table conformiste, administratif ou technocrate. C'est un tour de table qui va amener cette cellule à prendre les devants et à être en quelque sorte le croisé, le lien, l'efficacité de mise en relation entre les entreprises, les chantiers, dans le timing des 5 ans. Quand un jeune rentre sur un chantier au titre pour les premières opérations du terrassement de l'ASF, puisque c'est ce qui va démarrer dans la première concrétisation de la cellule opérationnelle, il faut qu'il sache qu'il a probablement une possibilité de, sur un deuxième chantier, 6 mois, 3 mois, 4 mois après, qui va concerner peut-être les bâtiments et qui va concerner également ou le tramway ou la gare RFF. Tout ça, c'est à nous de le mettre en équation, d'être des éléments faciliteurs, des éléments de percussion pour qu'on ne ralentisse pas la vitesse quant à la nécessité de mettre en place dans le dispositif tous les ingrédients pour qu'on soit très opérationnel, très concret. C'est ça qu'attendent les gens. Le logement, l'emploi et également les réponses en termes de services publics de proximité. Notre responsabilité en tant que collectivité locale sur le territoire duquel se déroulent ces investissements, c'est d'être à la hauteur des enjeux. Il y a l'enjeu économique, il y a l'enjeu d'aménagement du territoire, et il y a l'enjeu social et de société que l'on se doit d'embrasser avec une double vitesse. Voilà le sens de cette délibération. Et le deuxième élément, il est tout aussi important, parce que les deux sont de pair. C'est le fait de mettre des clauses sociales qui soient adaptées à la situation nouvelle. Il y a 4 ans ou 5 ans, quand on n'était pas dans cet écart entre la moyenne de la région, enfin du territoire et celui du national, on pouvait considérer qu'il y avait un chômage qui était latent, qu'on ne pouvait pas traiter. On a 4 points de plus de chômage. Ça veut dire que derrière, il faut y mettre un certain nombre d'explications. Il y a la qualification insuffisante. Il y a la taille insuffisante des entreprises pour aller percuter sur ce marché en devenir. Ça veut dire tout simplement qu'il faut qu'on donne le signe de l'encouragement. Ça ne sert à rien de solliciter des subventions ou des garanties financières à l'agglomération de Montpellier si en retour il n'y a pas l'effort partagé. Parce que la collectivité, c'est pas l'argent de Jean-Pierre Amour, c'est pas l'argent de Mac Lévita, c'est pas l'argent de M. Subra ou c'est pas l'argent du maire de Pignan, c'est l'argent des contribuables. Et l'argent des contribuables, on doit effectivement, quand on renvoie dans un dispositif la volonté d'être opérationnel, y mettre les clauses dans lesquelles chacun, que ce soit les bailleurs sociaux, que ce soit l'ensemble de ceux qui vont solliciter ou des aides et des garanties, parce que les garanties de l'agglomération de Montpellier, on se dit toujours, mais les garanties, c'est des inscriptions et on n'a jamais utilité de les faire jouer. Dans les temps où l'atmosphère est calme, dans le temps où l'économie est phosphorescente, mais dans les temps où elle est difficile, il peut se faire qu'un jour ou l'autre, on soit amené à faire jouer la garantie. Donc, si vous voulez des garanties, eh bien, il faut s'engager également. Et je préfère passer, moi, d'un chiffre à deux chiffres, 10, 15, plutôt que de 5 à 7. Ça, c'est un des enjeux sur lequel l'agglomération sera très très exigeante. Ça concerne la SERM, ça concerne la SAM, ça concerne tous les établissements publics et les EPL dans lesquels l'agglomération est un peu le fédérateur. C'est le territoire montpelliérain qui va donner l'exemple par rapport à ça, et c'est une délibération fondamentale, parce que derrière, il y a une chose clé, c'est celle de la confiance de ceux qui sont dans la panade par rapport à ceux qui portent des responsabilités publiques. Et là, on n'est pas dans le bling-bling ou dans les petites puces. Donc, les personnes dont je parle se foutent et se contrefoutent. Ce qui est important, c'est d'aller dans le dur où ça fait mal, ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui n'ont pas de toit et ceux qui n'ont aucune espérance. Et bien moi, j'ai l'intention, avec l'appui de cette collectivité, de redonner un peu cet espoir par rapport à cette aubaine qui correspond dans le temps très très court des 5 ans à 5 milliards d'investissements publics pour le compte du territoire et de ses citoyens, de ses entreprises et de l'ensemble des ménages. Là, on est au niveau de ce que représente aujourd'hui la réalité de la responsabilité et du rôle que doivent jouer les élus. Sinon, on passe à côté et on s'amuse avec les coupures de journaux. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention.
adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Parce que ça, ce n'est pas un problème de règlement. C'est un problème de volonté politique au sens le plus profond du terme. On passe au dossier toujours de l'insertion. C'est une subvention, une aide à la création d'activités avec AET et une subvention. L'AETE, donc, c'est une association que la communauté d'agglomération de Montpellier accompagne depuis 2003. Une association donc qui va assurer des permanences sur les communes de l'agglomération de Montpellier. Là, il s'agit donc d'intervenir sur les permanences où l'AETE va faire l'accueil de ces porteurs de projets, tant sur la commune de Pignan, à raison d'une demi-journée par semaine sur 2, et d'une autre demi-journée l'autre semaine sur la commune de Castries. Donc, elle va animer des réunions d'information collective qui sont faites à destination des entrepreneurs qui sont sur ces territoires. Elle va repérer des besoins en termes de métiers et de services pour les créations d'activités qui répondent à ces besoins. Elle va mobiliser, en accord avec la communauté d'agglomération de Montpellier, les communes pour assurer conjointement une action d'information auprès du public concerné afin qu'ils aient connaissance des instruments économiques de proximité. Sur 2012, on a eu, puisque je vous ai rappelé que depuis 2003, nous sommes sur cette action, sur 2012, on a eu des résultats de l'action qui ont été très positifs, avec l'accueil de 33 porteurs de projets, l'accompagnement de 10 personnes et la création de 7 entreprises. Et donc sur 2013, nous avons des objectifs de volume. On souhaite la réalisation d'au moins 30 accueils, 10 accompagnements qui conduisent à au moins 5 créations ou reprises d'activité. Je rappelle que l'EPCI, l'établissement public de coopération intercommunale, par définition, est un établissement qui doit permettre la mutualisation des moyens sur un territoire plus large. Et donc, pour moi, il s'agit là d'une intelligence politique qui va non seulement dans l'intérêt de tous, tant sur le plan financier que sur le plan économique et je dirais même politique. Merci. Merci Tatiana. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. On passe toujours à un dossier concernant l'insertion par l'économique. C'est l'association Comidaire, notre participation au Marketon de l'emploi. Voilà, là c'est donc le Marketon de l'emploi. Donc c'est une action qui vient en complément déjà de l'existant, notamment sur ce que nous faisons à raison de 2 fois par an par la réalisation des forums de l'emploi. Là, le Marketon de l'emploi va permettre à des personnes qui sont en recherche d'emploi de se regrouper par des équipes de 3 ou 4 personnes et donc d'aller de façon collective et non plus de manière isolée à la recherche de l'emploi existant, rencontrer les chefs d'entreprise qui leur présentent des emplois et donc collecter toutes les possibilités d'emploi sur la journée et les rapporter dans un lieu commun et ensuite les faire diffuser par le Pôle emploi. Donc je rappelle que c'est une opération aussi de qualité puisqu'elle a permis de faire visiter 2000 et 3000 entreprises du territoire à 200 et 300 chercheurs d'emploi et donc nous avons eu entre 400 et 600 offres d'emploi qui ont été collectées et donc un taux d'insertion durable sous forme de CDI, de CDD de plus de 6 mois et de 33 participants qui ont eu la possibilité de l'employabilité. Là, pour maintenir cette action, on demande à l'agglomération de Montpellier un soutien financier à hauteur de 2 000 €. Alors, je vous propose de voter les 2 000 € au Marketon pour l'emploi. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. On passe au dossier numéro 9. C'est un avenant positif à la Convention 2013 concernant la mission locale des jeunes de l'agglomération de Montpellier. Voilà, la mission locale des jeunes, donc tout le monde connaît, hein, c'est donc fortement soutenu par la communauté d'agglomération de Montpellier, tant sur une participation financière qui avoisine 400 000 €, la mise à disposition de locaux, la mise à disposition d'agents de la communauté d'agglomération de Montpellier. Sur cette affaire, on demande une participation à hauteur de 33 000 € pour assurer l'embauche d'un conseiller par la mission locale depuis le 8 avril 2013, puisqu'il va dans la continuité du départ à la retraite d'un agent public qui avait été mis à la disposition par la GLO depuis le 31 mai 2013, ce départ. Donc c'est une subvention de 33 000 €. Merci. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Ne vote pas sur ce dossier. Mesdames Fourteau, Capoisi-Boilam, Pastor, votre serviteur, Monsieur Sudre, Monsieur Meunier, Titsonis, Morel et Morales. Adopté à l'unanimité. On passe
ensuite au dossier numéro 10. Alors là, on attaque, merci pour l'insertion, on passe à l'innovation avec notamment les programmes de recherche et développement, 3 programmes déterminants pour l'avenir pour le territoire et ensuite une convention également liée à une plateforme. Monsieur Azanian, c'est l'affaire numéro 10. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, merci de me donner la parole. Ça fait toujours un peu bizarre de parler de recherche. Heureusement, il y a le mot développement au sein de ce Conseil, mais on aurait pu se contenter de faire un peu de benchmarking et d'aller voir un peu ce qui se passait dans les cités du monde entier, un peu de parangonnage pour ceux qui préfèrent le français. Mais nous avons décidé à l'agglomération de Montpellier de nous engager dans un programme de recherche. Et c'est bien le moins, d'ailleurs, quand on sait que depuis toujours, l'agglomération de Montpellier porte l'innovation comme une valeur génétique de son territoire. Alors je vais prendre, si vous voulez, un peu de temps sur la première affaire pour vous resituer le contexte qui est, il faut le reconnaître, un peu complexe, et on ira un peu plus vite sur les affaires suivantes parce qu'après ce sont des votes de programmes de recherche. Nous avons décidé de considérer le territoire de l'écocité comme un véritable laboratoire in vivo, un Living Lab, pour mettre en place des applications numériques au sein de notre territoire. Nous avons décidé de considérer le numérique avec toutes ses applications, c'est-à-dire tout ce que vous avez vu passer sur les open data, sur le captage des données, non seulement comme un vecteur d'amélioration structurant, mais aussi comme un élément fondateur du développement de l'économie numérique sur notre territoire. Et vous allez voir au fur et à mesure que nous allons avancer que nous allons de plus en plus créer des emplois, faire participer nos start-up de notre territoire à ce grand programme de développement. Alors, juste pour resituer, donc, le concept de Smart City, cité intelligente, répond à quelques enjeux stratégiques de la communauté. D'abord, c'est un programme qui tente à mettre le citoyen au cœur du système, en lui faisant participer par la production et l'utilisation des data, pour offrir des solutions centrées sur l'amélioration des services urbains dans des domaines différents comme l'eau, l'hydraulique, la mobilité, les transports, l'énergie, le commerce, etc. Pour l'économie locale, c'est un moyen pour nous de fixer les entreprises par des collaborations industrielles sur de nouvelles activités créatrices de valeur ajoutée et d'emploi. Pour vous donner un exemple, IBM, donc, est un de nos partenaires sur ce projet, a été présenté le concept à Cap Omega jeudi dernier. Il y avait 40 entreprises du BIC qui sont venues écouter. Au début, c'était un peu tendu, c'était un peu froid. IBM, c'est le gros monstre et les entreprises sont petites. À la fin, c'était vraiment chaleureux et tout le monde disait « mais quand est-ce qu'on commence ? C'est un projet qui est absolument extraordinaire, il faut qu'on rentre dedans. » Et tout le monde trouvera sa place sur ce projet. Troisième point, l'attractivité du territoire, améliorer les modes de vie tout en respectant mieux l'environnement. Positionner internationalement Montpellier agglomération et en faire un territoire de référence en matière d'innovation. Je vous rappelle que notre ami Gilbert Pastor est allé présenter ce projet au sein de la Banque mondiale à Washington il n'y a pas longtemps et que j'étais moi-même ce matin dans une conférence au sein de Microsoft à Paris qui a été diffusée dans 14 pays en simultané et on nous a demandé de présenter ce concept absolument novateur. Ce qu'il faut bien qu'on se rende compte, c'est que nous sommes vraiment sur de la recherche et développement. C'est-à-dire ce que nous sommes en train de faire, aucune agglomération dans aucun pays ne l'a jamais fait. Ça veut dire tout simplement qu'on est et on devient une référence mondiale par rapport à ces questions-là. Et que derrière, il y a dans quelque temps l'affirmation d'un pôle économique d'importance nationale avec la numérisation, qui va intégrer les questions de santé, déterminantes pour l'économie du territoire, et qui va le croiser avec les techniques de la communication et également toutes les nouvelles technologies. L'industrie de demain, elle se situe à ce niveau-là. Et à nous, bien entendu, de capitaliser la connaissance et le savoir-faire qui est le nôtre dans l'avenir, et c'est ce qu'est en train d'expliquer Michel Azanian. Alors, vous le savez, on a voté donc en décembre 2012 le principe. Nous avons décidé de travailler, au début en tout cas, sur 3 grands thèmes, le transport, les situations de crise et l'eau et l'assainissement. Bien entendu, très vite, les questions se posent et se poseront sur la santé, sur l'énergie, etc. Et ce sont évidemment,
je vous l'ai dit, c'est un projet de recherche, donc même si nous donnons les grandes lignes pour les recherches, ce qui est important, c'est que nous ne faisons pas ça pour publier des rapports ou des thèses. On fait ça pour qu'il y ait des applications concrètes sur le territoire. Et c'est pour ça que nous travaillons à la fois avec l'université, les grandes entreprises, les centres de recherche comme l'IDAT, et les start-up, etc. Ce qui était très intéressant d'ailleurs, c'est que dans le cadre de ce que Monsieur le Président vous avez présenté lors de Unlimited, c'est que pour la première fois, nous avons réussi à mettre autour d'une table des acteurs différents du territoire. Et ça, croyez-moi, ce n'était pas gagné. Mettre autour d'une table les universités, une collectivité publique, un centre de recherche privé, des start-up, croyez-moi, au début, ces gens ne parlaient pas la même langue. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que nous travaillons, chacun prend conscience qu'il est au centre d'un phénomène absolument extraordinaire pour le futur. Et ça permet de mettre de l'huile dans les rouages. Et aujourd'hui, les gens se parlent et on avance ensemble, même s'il y a encore un peu des frictions sur quelques points, en particulier dans le domaine du droit. C'est jamais très simple. Alors je vais maintenant, si vous voulez, passer aux autres. Ouais, je vous propose, d'accord, qu'on vote un paquet complet de l'innovation, parce que c'est lié. Hein. Il y a 3 programmes de recherche et développement, d'une nature spécifique à chacun d'entre eux, sur le thème qui concernait, et le 4e sur la convention. Donc allez-y. Alors, donc 2 mots, Monsieur le Président, si vous permettez, parce que pour les présenter. Le premier, sur l'affaire 10, c'est la mise en place, c'est le programme sur le transport, c'est la mise en place d'un système de prédiction des encombrements. Alors ça, c'est absolument extraordinaire parce qu'aujourd'hui, on arrive, quand vous regardez votre iPhone, on arrive à vous dire, eh bien, l'autoroute actuellement est bouchée ou l'avenue de la Mer est bouchée, il faut mieux passer à droite ou à gauche. Mais ça, si vous êtes à une demi-heure de Montpellier et que vous êtes rentrant ou sortant, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est la situation quand vous rentrerez dans Montpellier. Ça s'appelle du prédictif. Aujourd'hui, ça ne se fait pas. Et donc, nous sommes en train de mettre ça en place. C'est ce qu'on appelait à une époque le système expert, c'est-à-dire que c'est un système qui se nourrit non seulement de ce qu'il apprend, mais en plus qui est capable d'intégrer des éléments de crise. Si vous avez un incident, un accident, un incendie, immédiatement, le système recalcule en temps réel la totalité des parcours possibles. Ça ne vous dit rien comme ça, mais en termes d'écriture de logiciel, c'est absolument phénoménal et faramineux à faire. Le deuxième sur lequel vous avez à vous prononcer, c'est le deuxième PRD sur l'eau et l'hydraulique. Là, on met en place des capteurs pour faire un suivi des fuites dans l'agglomération. Alors là, ça concerne, si mes souvenirs sont bons, je vais regarder... S'il vous plaît, s'il y a des élus dans les coursives, là, je vois qu'il y en a qui sont partis, vous les rappelez. La partie centrale, je ne sais pas si elle a le quorum pour l'entité qu'elle représente. Pourtant, on est sur des dossiers majeurs pour la ville et pour le territoire. Donc là, on est sur 2 zones, Écusson et Antigone à Montpellier et Port-Ariane à Latte. Donc réseau d'eau potable, réseau d'assainissement, écoulement naturel. Le 3e, celui-là, c'est ce qu'on appelle ville en alerte. On est sur de la gestion de crise. Dans un premier temps, nous allons travailler sur les inondations, mais très très vite, nous allons passer sur les autres possibilités de crise, c'est-à-dire accidents, incendies, pollution, etc. Monsieur le Président, si vous voulez faire voter, ou si vous avez des questions. Monsieur le Président. Oui, allez-y. Non, je voudrais simplement rajouter un petit point à l'excellent exposé de mon collègue Michel, c'est que les experts, il y a un consensus des experts pour dire que 25% de la croissance de demain va se trouver dans le numérique, d'où l'importance de ces dossiers. Nous allons répondre dans quelques temps à un grand projet, du même type, mais plus important encore, que celui qui concerne l'opération Écocité, dans lequel on a été labellisé parmi 13 projets qui ont été retenus. Et j'ose dire en votre nom qu'on était dans le trio de tête par rapport à l'importance de ce qu'on a proposé et la dimension du territoire et les volets que ça concerne. Dans quelques temps, on va déposer un dossier encore plus important qui est celui de la numérisation, qui va nous amener à, vraiment en tête de pont de ce que va représenter en France l'évolution liée à la numérisation. Ce sont quelques prébandes qu'on présente aujourd'hui. Moi, je tiens à saluer aussi 2 choses. C'est que Michel l'a dit, mais je crois qu'on peut insister là-dessus.
On a réussi, à travers la gouvernance économique de Montpellier Limited, à lancer une nouvelle dynamique. C'est le fait que les entreprises, les pôles de compétitivité, l'université, l'ensemble de ceux qui ont voix, la chambre de commerce, la chambre des métiers, de ceux qui ont voix au chapitre de la tonicité d'un territoire ont décidé de se mettre en place. Et elle fonctionne. Il y avait 4000 entreprises quand on l'a lancée. Il y a eu également cette gouvernance économique qui a été mise en place avec 15 partenaires. Il y a derrière 400 ambassadeurs et ça s'ajoute au fur et à mesure. Ensuite, il y a, sur le côté pratique, concret pour les gens. Ce n'est pas de la technocratie, ce n'est pas de la science infuse ou un laboratoire. C'est de la réalité dans la projection concrète dont vont bénéficier les gens par rapport aux différents locaux qu'ils vont habiter, en termes d'énergie, en termes de dépenses, en termes de prévision par rapport à ce qui va se passer. On est en train de préparer les éléments très prégnants, très concrets, très faciles à mettre en pratique, en application, dont bénéficieront les citoyens dans quelques mois. Ce n'est pas uniquement au calendrier grec, dans quelques mois. Et ça se fait en temps direct au niveau de Montpellier. Voilà ce que je voulais vous dire. Allez-y. Oui, Monsieur le Président, je crois que les dossiers que vient de rapporter notre ami Aslanian sont des dossiers d'une extrême importance parce que je crois qu'il y a là un vivier au niveau de l'emploi. Certes, à l'heure actuelle, n'existe-t-il peut-être pas suffisamment de formation pour ce genre d'activité. Mais je crois qu'il faut y travailler, en harmonie avec les universités, avec les facultés, avec les écoles, pour que justement il y ait là une possibilité encore de découvrir des emplois et de générer des emplois. Je crois que c'est extrêmement important. On va passer d'une sorte de virtuel au réel. Et ce réel, il va évidemment être créateur d'emplois. Donc je pense que c'est un sujet essentiel, parce que c'est un sujet d'avenir, ce sont des dossiers d'avenir, et je crois que c'est M. Mendes France qui disait, et le conseiller qui a parlé tout à l'heure ne l'aurait pas désavoué, gouverner c'est prévoir. Merci, M. Mendes. Je mets les 3 rapports aux voix, s'il n'y a pas d'autres demandes d'explication. Est-ce que vous êtes d'accord pour approuver les 3 dossiers de programme de recherche et développement? Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. On passe au dossier numéro 13. C'est la convention de mise à disposition des services conforme à l'article L 5216. C'est tout simplement la mise en place de la plateforme. Oui, on revient un peu sur terre, là, sur le quotidien. C'est la mise en place d'une plateforme de e-service que l'on va mettre à la disposition des communes qui le souhaitent. Et donc, on vous demande simplement d'approuver tout simplement les crédits correspondants. Si vous permettez, Monsieur le Président, je veux juste répondre à M. Martin sur son intervention. Sans vouloir voler la vedette à mon ami Robert Subra, je peux vous garantir qu'en travaillant sur le dossier, ces projets seront aussi structurants pour le territoire dans les 20 ans à venir que ce qu'a été le tramway. Je vous le garantis. On est tout à fait d'accord. Mais M. Subra a lancé avec le tramway le déplacement sur le territoire. Maintenant, on va assurer la coordination des données numérisées. Alors, je mets ce rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. On passe ensuite au... Merci, M. Aslanian. On passe au dossier de développement économique. Monsieur Pastor, le congrès de l'Assemblée des communautés de France, qui se déroule à Montpellier, à la rentrée. Montpellier Métropole, on accueillera la DCF. Monsieur le Président, Montpellier Métropole accueillera du 2 au 4 octobre le congrès des communautés de France. C'est 1700 personnes venues de la France entière qui sont prévues. Je vous propose donc une subvention de 40 000 €. Et M. Bress ne prend pas part au vote. C'est un congrès très important, car il se situera en plein au cœur de l'acte 3 de la décentralisation. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Dossier numéro 15. Sherbrooke. Oui, Monsieur le Président, vous savez que nous avons des accords bilatéraux entre la communauté d'agglomération et Sherbrooke dans le domaine économique qui est de notre compétence. Et il y a donc d'organiser chaque année, soit à Sherbrooke, soit à Montpellier, des rencontres, entre autres, au niveau des CHU. À Montpellier, ça regroupe les universités, le PRES, les écoles d'ingénieurs, le CHU, du côté Sherbrooke, l'université de Sherbrooke et le CHU. Cette année, c'est à Montpellier, ça commence demain, je crois, c'est les 27 et 28 juin, et je vous propose donc une subvention de 500 €.
Je vous propose de suivre le rapporteur. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. On passe ensuite au pôle de compétitivité Optitech et le soutien à l'association Pop Sud. Oui, l'association Pop Sud est une association qui a été créée en 2000, qui fédère les acteurs économiques du domaine de l'optique et de la photonique du sud de la France. Il y a 190 adhérents, donc en gros une vingtaine sur la communauté d'agglomération de Montpellier. Et ça représente près de 20 000 emplois. Bon, cette association porte depuis 2005 le pôle de compétitivité Optitech. En conséquence, je vous propose donc une subvention, comme on aide tous les pôles de compétitivité, de 5 000 €. Là aussi, je vous propose de suivre Gilbert Pastor. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. On passe au premier dossier, rapport annuel 2012. Ça concerne la société Enjoy. Oui, c'est le rapport d'activité de Enjoy, le Quorum, Palais des Congrès et Opéra, le Zénith Sud. Alors, le Quorum Palais des Congrès a accueilli durant l'année 2012 245 événements, dont 47% manifestations économiques, soit 115 manifestations, et 53 manifestations culturelles. D'où vous voyez l'importance du tourisme d'affaires sur Montpellier et son agglomération. Ce qui représente 432 340 journées participants pour en gros un budget de 7,7 millions d'euros. Les congrès dominent largement l'activité et représentent 60% de ce chiffre d'affaires. Les salons professionnels et grand public ont quant à eux augmenté de plus de 50% et représentent 19% du chiffre d'affaires. Le Quorum et l'Opéra, le Quorum, ont accueilli 98 congrès, dont 18 congrès internationaux. L'analyse de la qualité du service public montre que l'image du Quorum Palais des Congrès et Congrès Opéra et celle du Zénith Sud sont excellentes auprès des organisateurs de congrès, tant auprès des organisateurs que du public et des congressistes. D'ailleurs, l'année 2012 a vu le renouvellement de la certification qualité ISO 9001 et suivi celui de la FAC de juin 2012. Cette certification est accordée pour une durée de 3 ans. Le compte de résultat, je fais rapide, le compte de résultat pour 2012, les deux équipements affichent un chiffre d'affaires global de 9 799 000 €, 78% au titre du Congrès et le reste au titre du Zénith. La redevance 2012 issue du contrat de délégation de service public, de DSP versé par le délégataire à la communauté d'agglomération, s'élève en 2012 à 831 000 €. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce rapport de M. Pastor? Pas de remarques? Attendez, ne participez pas au vote. Oui, mais ça va venir. Jean-Pierre Moore, Jacques Martin, Renaud Calvat, Christian Valette, Françoise Prunier et Gabriel Deloncle. Alors, avec ces précisions... Ainsi qu'au titre de la ville de Montpellier, Mme Fanny d'Ambrecoste et M. Aslanian. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. On passe maintenant à la zone industrielle du Salaison et des autorisations de signature sur différents lots de travaux. Oui, comme vous le savez, on s'est engagé dans un grand plan de rénovation, de réhabilitation du parc d'activités du Salaison. Je rappelle que cette réhabilitation est dans son intégralité à la charge de la communauté d'agglomération et c'est la communauté d'agglomération qui finance, qui a réalisé toutes les études et qui finance tous les travaux pour un montant global de 18 millions d'euros. Si ce n'est qu'elle va participer aussi au giratoire d'entrée dans la zone qui va être fait par le département et dans lequel aussi la communauté d'agglomération, auquel la communauté d'agglomération va participer. Là, il ne s'agit pas d'ailleurs de faire uniquement de la voirie ou des choses comme ça, il s'agit aussi de mettre en place, il y a eu des études de fait, de mettre en place une animation de ce parc d'activité. Cela s'est fait en collaboration étroite avec les acteurs économiques locaux et entre autres l'association qui s'occupe de l'animation du parc du Salaison. La première tranche que vous voyez ici représente un peu plus de 8 millions d'euros et la suite à la commission d'appel d'offres, c'est la société Eurovia qui a été désignée pour la partie voirie et réseau humide pour un montant de 3 748 875,90 centimes € et la société Bondon pour la partie réseau sec pour un montant de 973 722 €. Par contre, le numéro 3, aménagement paysager, a été classé sans suite par la commission d'appel d'offres. On y reviendra plus tard. Pour prolonger ce rapport... Les travaux démarrent dès le mois de septembre. Il
Il y en a pour un montant de 5 648 000 voilà. et quelques. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Très bonne opération pour le secteur Est. Absolument. Et c'est vraiment une vraie requalification qui va nous permettre aussi de réinvestir des territoires parce qu'il y a des parcelles qui sont mal utilisées, retraiter la façade le long de la route de la nationale 113, etc. Donc je veux dire, ça sera la deuxième phase. Tout cela s'est fait aussi en concertation avec les riverains du côté du CRES qui avait posé un certain nombre de problèmes. Et on va ménager des espaces verts et tout. Visiblement, pour que tout cela vous connaissez se passe le très dossier. bien. Comment? Visiblement, vous connaissez le dossier. Oui, Monsieur le Président. Voilà. Vous avez eu la chance de me le confier. Très bien. Bon, j'ai fait voter. Je le mets aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. On passe maintenant, merci Monsieur Pastor, on passe au dossier artisanat, commerce, marché d'intérêt national. C'est le rapport annuel 2012. C'est Monsieur Zilberman qui le présente. Monsieur le Président, chers collègues, je vous rappellerai que le marché d'intérêt national de Montpellier est géré par la Société d'économie mixte locale Somimont dans le cadre d'une délégation de service public. Le marché d'intérêt national a pour vocation de distribuer et mettre en marché des produits alimentaires de grande consommation sur un site de 10 hectares. Les faits marquants sont les suivants au titre de l'année 2012. Au total, ce sont 20 entreprises ou producteurs qui se sont installés sur Mercadis. La filière agroalimentaire représente 43% du chiffre d'affaires de la Somimont. La filière fruits et légumes représente une activité essentielle pour la société, 23% de son chiffre d'affaires. Et la filière autres produits alimentaires, intégrant les viandes, volailles, condiments, produits secs, contribue à plus de 20% du chiffre d'affaires de la Somimont. Vous avez le chiffre d'affaires hors taxe de l'exercice établi à 2613 kg € en légère hausse par rapport à 2011. Les capitaux propres de la société délégataire s'affichent toujours à 1064 kg €. Voilà, Monsieur le Président. Ne prennent pas part au vote Madame Deloncle, Monsieur Jean-François Audrin, Yvon Pelé, Renaud Calvat, Michel Aslanian et Philippe Sorel. D'accord, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Bon, alors je vais mettre ce rapport aux voix en saluant aussi ceux qui s'en occupent en termes de responsabilité de ce marché, qui me semble être également un excellent outil pour le commerce de proximité et pour les circuits courts notamment. Je mets le rapport aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. On passe à un dossier, secteur important toujours, politique de la ville, logement, c'est Hervé Martin. Il y a quelques opérations, il y en a 3, dont on va prendre connaissance et s'exprimer dessus. Allez, allez-y. Oui, tout d'abord, affaire 20 des subventions à des associations qui interviennent dans le domaine du logement. L'ADIL, 10 000 € de subvention. L'Agence immobilière à vocation sociale de l'Hérault, 10 000 €. L'URO Habitat Social, 8 000 €. Et la CLCV... Les portables, s'il vous plaît. On peut faire voter. Je le mets aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. À Bayargues, une garantie d'emprunt pour le nouveau logis méridional, une VFA de 50 logements sociaux, 38 plus et 12 PLAI, une garantie d'un montant de 3 803 717 €. Vous poursuivez avec l'affaire suivante, ces deux garanties. Alors, toujours à Bayargues et toujours pour le nouveau logis méridional, une VFA de 10 logements en location-accession, en PSLA, une garantie de 1 466 024 €. Merci. Il y en a une troisième. Oui, non, il y a une troisième à Juvignac pour FDI Habitat, une VFA de 26 logements sociaux en plus et une garantie de 1 155 045 €. Voilà, les logements sociaux, Bayargues, Saint-Georges-en-Fait aussi, Juvignac. C'est très bien. On est en train de rééquilibrer sur tout le territoire. Je mets les 3 rapports aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Montpellier, Juvignac, Bayargues. Je vous invite à venir à Castries pour la pose de la première pierre des logements sociaux de l'Escoude, vendredi à 11 h. Ah, on en fait à Castries aussi.